À Quimperlé, il y avait hier une manifestation qui a réuni un nombre conséquent de personnes parce qu'une famille originaire de Tchétchénie, la famille Ibrahimov, est menacée d'expulsion. C'est une famille qui est hébergée à Quimperlé depuis plusieurs années, 2 parents et 3 enfants. Et cette famille risque d'être mise à la porte en plein hiver, je crois, le 29 décembre. Je crois que cet exemple très récent de ce qui se passe aujourd'hui à Quimperlé peut nous permettre d'aborder tout de suite le premier thème, qui est cette question de l'hospitalité, cette question de l'accueil. Et Louis, tu reviens justement des premiers états généraux d'émigration qui avaient lieu ce week-end à Briançon, des états généraux, je crois, qui constituaient une grande première. Nous avons créé Mediapart il y aura 10 ans, en mars dernier. J'avais repris l'un des premiers éditoriaux d'Albert Camus quand il a créé Combat, à l'issue de la Résistance, le 31 août. Cet éditorial est du 31 août 1944. Et il disait « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet », il parle du réseau combat clandestin de la Résistance, était d'élever ce pays en élevant son langage. Je pense que nous devons aussi veiller à ce que la brutalité, la virulence, l'excès dans l'échange et la discussion politique ne nous dégradent pas tous, ne nous abîment pas tous et ne soient pas la porte ouverte aux adversaires de notre vivre ensemble, de nos valeurs démocratiques et sociales, de ce qui est cette République avec adjectif, la République démocratique et sociale. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est des explications que l'on doit aussi, le virtuel c'est du réel, par rapport à tout ce dont vous avez entendu parler. J'en viens à la question de Jean Arnaud. Le devoir d'hospitalité, ce petit manifeste qui est à l'entrée, est issu d'un article de Mediapart, et c'est les éditions Bayard, qui sont des éditions, vous savez, catholiques, d'esprit, elles sont diverses dans leurs publications, elles éditent le quotidien La Croix, qui ont voulu en faire un manifeste et qui m'ont demandé de le développer. Et depuis, cette expression, le devoir d'hospitalité, est devenue un slogan, une thématique, au fond une revendication brandie par ceux qui, dans leur très grande diversité, du secours catholique à l'ensemble des associations de migrants, à Amnesty, à Médecins sans frontières, à la CIMAD, et ainsi de suite, se mobilisent, et elles ont lancé un appel lors de la Journée internationale des migrations lundi dernier, se mobilisent sur cette question. À Briançon, le week-end dernier, c'était donc le début, et il y en aura d'autres, des états généraux des migrations. Pourquoi à Briançon? C'est parce que depuis que la Royale, vallée de Cédric-Héroux, est bloquée, eh bien c'est par là que passent, comme on dit là-bas, des garçons, des jeunes garçons, et ils passent dans le col, où nous avons fait une cordée solidaire, le col de l'Échelle, et ils bravent en basket, sans aucune protection, avec des températures de -20 et des vents qui peuvent évidemment les rendre plus excessives, et évidemment dans la neige, ils bravent pour passer. Et dans un passage de témoins formidable, et nous étions à Douarnenez cet été, toujours avec Jean Arnaud, avec des marins de l'Aquarius, de SOS Méditerranée, et là, à Briançon, c'est comme un passage de témoins des marins aux montagnards. Les marins et les montagnards disent la même chose. Quand quelqu'un est perdu sur un col, en difficulté, quand quelqu'un est en train de se noyer dans la Méditerranée, on ne lui demande pas s'il est un exilé politique ou un réfugié économique. On le sauve. C'est ce que dit François Vallat, le président d'SOS Méditerranée. Il dit, dans ce cas-là, nous, les marins, on sauve. Et comme il dit sur le même ton, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On sauve notre âme, on sauve l'âme de l'Europe. Et donc cette question, pour moi, est l'épreuve morale de notre temps, de nos générations confondues. Ce n'est pas une question gauche-droite, et on le voit bien comment elle traverse les familles politiques de manière diverse, et comment des familles spirituelles diverses peuvent se retrouver alors qu'elles peuvent être d'origine très différente sur cette question. C'est une épreuve morale qui met au cœur notre rapport à notre propre humanité. Je le résume en quelques points. Premièrement, tous ceux qui sont ce que j'appelle les hospitaliers, les solidaires, défendent un droit fondamental. Nous ne sommes pas assignés à résidence.
Il y a un hasard malheureux parfois de la naissance. Nous avons le droit fondamental de bouger. Ce droit existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle dit que nous sommes égaux en dignité et en droit, ajoutant ce mot dignité avant les droits. Et parmi la dignité, il y a le fait de chercher cette dignité, de vivre dignement. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit que l'on a le droit fondamental de quitter le pays où l'on est né. Et que l'on a le droit fondamental de choisir le pays où l'on veut vivre dignement. Et donc, il y a une première question essentielle, et nous le savons tous. Et s'il y a une terre en France qui le sait, qui fut la première terre de migration, de mouvement, où l'on a été chercher la dignité, d'abord à la ville, et puis après plus loin, et puis après au-delà, c'est ici. Et donc nous nous sommes projetés sur le monde. C'est ce qui a fait aussi notre richesse et notre propre survie. Et donc il y a là un droit fondamental. Ce ne sont pas des irréalistes, ceux qui sont hospitaliers, ils défendent un droit fondamental pour toute l'humanité. La deuxième question qui est importante, contrairement à une formule qu'il faudrait bannir de notre langage, reprise dans la langue politique, dans la langue médiatique, comme un lieu commun, ce n'est pas la misère du monde qui vient vers nous. Tous les démographes, tous les géographes, tous les sociologues, tous les anthropologues nous le racontent. Ce qui vient vers nous, c'est au contraire la dignité du monde. C'est une jeunesse de ce monde multiculturel, interculturel, interdépendant, qui veut faire son chemin dans le monde. J'étais, dans le cadre des solidarités entre journaux en ligne, à Conakry, en Guinée, qui a vécu une terrible dictature et une transition démocratique difficile, pour fêter les 20 ans de Guinée News, car il n'y a pas de presse papier là-bas. Guinée News est le journal numérique qui, par ce raccourci du numérique, a depuis 20 ans facilité, accompagné, aidé la transition démocratique en Guinée et l'expression de la société civile. Qui l'a fondé? L'un de ces garçons qui est parti, qui a fait, ce sont les Ulysses des Odyssées modernes, qui s'est retrouvé, finalement il s'est retrouvé en France, puis ensuite aux Pays-Bas, et puis après il a réussi en faisant tous les boulots, en étant forcément clandestin et tout, et aujourd'hui il est douanier au Canada. Et il a fait, depuis le Canada, il y a 20 ans, voyant, il savait bricoler le numérique, et il a fait, ce guinéo-canadien, il a fait ce journal qui est au cœur, rassemblant toute la diaspora guinéenne, et qui contribue à cette transition démocratique. C'est la vitalité du monde qui vient vers nous. Ce n'est pas la misère du monde. Troisièmement, les solidaires et les hospitaliers sont dans cette histoire les réalistes. À Briançon, la table ronde que vous pouvez trouver les vidéos, je les ai mises sur les réseaux sociaux, j'ai introduit la table ronde et je l'ai conclue. La table ronde était avec les élus, avec les maires, au niveau de la commune, du commun, le maire de Briançon, des conseillers régionaux, des élus locaux, et des maires italiens de l'autre côté de la frontière, puisque les montagnards ne sont pas derrière une frontière, ils sont sur la frontière, ce sont des passeurs, les montagnards. Eh bien, ils disent tous que quand on fait la pédagogie, quand on explique ce que souvent j'ai entendu Jean-Michel dire, comment on a pu être bombardé, comment on a accueilli, comment soi-même on a été exilé, quand on raconte l'histoire d'un pays en disant « mais ça nous est arrivé aussi », quand on explique qu'il y a des bâtiments et des locaux vides, qu'on s'accorde avec la gendarmerie, qu'on explique qu'il y a des bâtiments que l'on peut récupérer, quand on fait tout ce travail, eh bien oui, ça marche. Et comme le disait le maire italien de Hux, il dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Loin des discours simplistes qui sont avancés en haut. Et donc pourquoi je dis que ce sont les réalistes? Nous ne pouvons pas nous fermer. Depuis que nous avons fait Frontex, en laissant tomber Mare Nostrum, non seulement nous n'empêchons rien, mais nous rendons cette destination qui est loin d'être la première destination mondiale des demandeurs de refuge, comme dit Damien Carême, le maire de Grande-Synthe. Nous rendons, nous, notre Europe, la destination la plus meurtrière pour cette humanité. C'est un journal allemand qui a publié près de 40 000 noms de ceux qui sont morts dans la mer Méditerranée depuis
le début des années 2000, mais aujourd'hui il en meurt encore plus sur la terre. Et si le gouvernement a dû reculer sur sa proposition folle d'atteinte au droit d'asile, qui est de pouvoir renvoyer les demandeurs d'asile dans des pays sûrs, c'est que lui a pété à la figure le fait qu'il avait mis dans ces pays sûrs la Libye. Et la Libye, c'est des camps de concentration pour les migrants. Et c'est des marchés aux esclaves. Et nous l'avons vu grâce à des révélations journalistiques. Et donc, non, ils continueront à venir. Dérèglement climatique, désordre guerrier, injustice sociale, déni démocratique. L'humanité continuera à bouger. C'est son droit fondamental. Comme disait Frantz Fanon, il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Alors, on va se fermer? Non, ils frapperont toujours. Et combien d'argent? Estimation de Damien Carême, François Gémen, un autre enseignant à Sciences Po, a des estimations encore plus élevées. On estime au bas mot l'ensemble des dispositions pour bloquer les frontières, 14 milliards. Et on estime au bas mot l'argent donné aux passeurs pour essayer de passer néanmoins 10 milliards, 24 milliards qui pourraient être utilisés à autre chose. Le réalisme, et tous les spécialistes connaisseurs du terrain, tous ceux qui ne sont pas dans l'idéologie, le réalisme, il est du côté de ceux qui disent qu'il faut accueillir. Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde? Et combien y en a-t-il dans notre continent, l'Europe? 0,7% de la population mondiale ou 0,7% de la population de l'Union européenne. Combien en accueille ce qu'on appelle l'Occident, création politique, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie? 15% de l'ensemble des réfugiés du monde. Combien en accueille l'Afrique subsaharienne, autrement misérable? 25%. Et que si vous prenez la crise syrienne, c'est au Liban, c'est un sixième de la population, c'est au Liban, c'est en Turquie, c'est en Jordanie. Et c'est donc une question décisive d'affronter cette question et de la renvoyer. Et je termine par mon dernier point pour dire que tout cela est aussi, et c'est lié, c'était pour faire transition avec le vrai thème de ce soir, c'est que si c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce petit manifeste en disant que c'est une vérité commune aux lumières laïques, comme aux trois religions monothéistes, comme aux vieilles traditions philosophiques. Si tu ne sais pas accueillir le lointain, être au rendez-vous de la solidarité, de ce qui vient de loin, est différent et autre, tu ne sauras pas être solidaire du prochain. L'apprentissage des solidarités au plus près de nous passe par cette solidarité-là. C'est une très vieille histoire qui est la figure de Zeus hospitalier, l'un des visages du dieu des dieux. Pas Jupiter, Zeus, mais Jupiter est une version de Zeus. Et Zeus hospitalier, c'est dans l'Odyssée. C'est quand Ulysse arrive à Ithaque, revient, Athéna l'a mis, il n'a plus figure humaine, personne ne le reconnaît évidemment, et le seul qui lui tend, et tout le monde le jette parce que c'est un misérable, alors qu'il était impuissant, il voit les gens de son milieu social le rejeter. Et le seul qui l'accueille, c'est le porcher qui sent mauvais, qui a la boue de ses pores et tout. Et lui dit, mais pourquoi toi tu m'accueilles? Pourquoi toi tu m'accueilles? Mais il dit, mais étranger, si je ne t'accueillais pas, j'aurais la colère des dieux, parce que justement, il peut y avoir encore plus misérable que toi, mais ce misérable, ça peut être Zeus. Et c'est une histoire très très profonde. Je pense que si nous continuons à accepter que les discours politiques, les pratiques politiques, car la loi qui se prépare est une loi anti-migratoire, une loi de clôture, de fermeture, la plus dure qu'il y ait jamais eu dans notre pays, sous aucun gouvernement. Au point, vous le savez tous, car ceux qui aident les réfugiés sont les mêmes qui aident les SDF, au point de mettre fin, de faire le tri dans les centres d'hébergement d'urgence et de dire qu'on a le droit d'aller voir dans le centre d'hébergement d'urgence qui est en règle et de commencer à faire le tri selon l'origine, selon le statut, là où les gens n'ont rien, pas de toit, etc. Et donc, si nous restons passifs par rapport à ça, nous allons dégrader nos propres solidarités sur tout ce que nous faisons au jour le jour. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de ce défi, nous serons nous-mêmes dans une division, dans le repli sur soi, dans l'égoïsme, dans le chacun pour soi,
au fond, l'absence de ces causes communes. C'est ce que nous disent les marins, c'est ce que nous disent les montagnards, c'est ce que nous disent les citoyens hospitaliers et solidaires.